Bien? All right. Donc, bonjour et merci d'être là. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit projet de recherche qui s'appelle Big Sim. Le but de ce projet-là, c'est de faciliter la rétro-ingénierie des micrologiciels embarqués. C'est très long à dire, mais je vais vraiment faire attention de prendre les termes en français. Donc, très rapidement, ça va être ça le plan de la présentation. Je vais vous décrire un peu d'où ça sort, c'est quoi la problématique qu'on a rencontrée dans notre quotidien. Ensuite, je vais faire un petit détour pour expliquer qu'est-ce que BSIM, un outil qui est un peu à la base de ce projet-là. Je ne sais pas, il y en a peut-être d'entre vous qui connaissez. Ensuite, je vais expliquer donc qu'est-ce que BigSim, c'est quoi son utilité, comment on l'a créé. Puis finalement, on va faire quelques petites études de cas juste pour regarder à quel point ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Donc, brièvement, mon nom c'est Colin, puis je suis un passionné de cyber, j'imagine comme la plupart d'entre vous ici. J'ai fait une maîtrise en cybersécurité qui m'a un peu fait toucher à l'embarquer, donc j'ai travaillé avec des routeurs en essayant de les rendre un peu plus sécuritaires. Puis aujourd'hui, je travaille chez Wendel comme spécialiste en cybersécurité. Vous nous connaissez peut-être sous le nom de Cyberstorm. Puis ce que je fais dans mon quotidien, donc, c'est entre autres des pen tests d'embarquer, de la recherche et développement pour, par exemple, créer de nouveaux outils. Et puis sinon, on offre toutes sortes d'autres services comme de l'accompagnement pour vous aider à mettre en place des processus de développement sécurisés. Donc, fonçons tout de suite dans la problématique. Donc, mettez-vous un peu à notre place. Imaginez-vous que vous faites des pen tests en embarqué. Donc, l'embarqué, c'est vraiment très, très vaste. Vous pourriez avoir sur votre table n'importe quel de ces objets-là et encore plus. Donc, que ce soit un routeur, une voiture, bon, peut-être pas sur votre table, sinon des panneaux solaires, name it, c'est très, très varié. Puis souvent, ces appareils-là, on ne va pas nécessairement penser à tester leur sécurité, mais c'est quand même très important, surtout quand ils sont connectés. Donc, je fais un petit détour pour mentionner que si ça vous intéresse d'apprendre ou de voir des voitures qui se font hacker, vous pourrez faire un petit détour par le village d'ICS qui est quelque part de l'autre bord sur cet étage où est-ce que Wendel a justement une table avec des démonstrations de voitures qu'ils ont hackées. Donc, je reviens à ma problématique. Alors, la problématique, c'est un peu désorientant. Par où on commence? Si on est habitué de faire du pentest IT, tu ne vas pas nécessairement sortir ton Nmap et ton Burp Suite dès le départ. Donc, c'est une méthodologie qui est un peu différente. Donc, pour se retrouver, un bon point de départ, ça serait de prendre une méthodologie qui est connue. Par exemple, celle qui a été faite par OWASP, donc le FSTM, qui veut dire Firmware Security Testing Methodology. Donc, c'est très bien comme méthodologie. Ils décrivent 9 étapes qui nous font passer. En fait, ça tourne surtout autour du micro-logiciel ou le firmware. Donc, les premières étapes vont être de mettre la main dessus, peu importe comment. Puis ensuite, on va aller fouiller dedans. On va extraire, par exemple, un file system. On va aller chercher nos exécutables. Peut-être on va trouver des clés par-ci, par-là. Puis les exécutables, on va les analyser statiquement, dynamiquement, pour enfin arriver à l'étape la plus fun, l'exploitation binaire. Par contre, cette méthodologie-là, c'est bien beau, mais ça ne s'applique pas à tous les objets embarqués. Effectivement, surtout les étapes 4 et 5. Donc, les étapes 4 et 5 parlent d'extraire un système de fichiers. Par contre, ce n'est pas tous les appareils embarqués qui ont des systèmes de fichiers. Donc, surtout les appareils qui sont plus petits, plus modestes, donc par exemple des capteurs, des choses comme ça, ils n'auront pas de système de fichiers, ce qui veut dire que les étapes 4 à 9 vont être vraiment plus difficiles à faire sur ces micro-logiciels-là, surtout si on ne sait pas trop comment s'y prendre, puis si on n'a pas nécessairement les bons outils. Donc, juste pour qu'on puisse comprendre, pour le reste de la présentation, j'ai comme défini 2 types de systèmes. C'est très arbitraire, c'est juste pour qu'on puisse avoir les mêmes définitions pour le reste de la présentation. Donc, je définis d'un côté les systèmes complexes. Donc, généralement, ça va être des systèmes qui ont plus de puissance, des plus gros processeurs, plus de mémoire. Puis, généralement, donc, ça va être des systèmes qui vont ressembler à des systèmes Unix ou Linux, donc QNX et compagnie. Puis, donc, il y auront des systèmes de fichiers incluant des librairies partagées, des binaires pour leurs services, etc., etc. De l'autre côté, on a les systèmes que j'appelle des systèmes simples, qui sont donc plus petits, moins de mémoire, moins d'énergie,
processus beaucoup moins puissants. Et puis, dans ces appareils-là, souvent, la mémoire, c'est un peu critique. Donc, au lieu d'avoir un système de fichiers, on va tout en compacter dans un seul binaire qui va être le micrologiciel finalement. Et donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que lorsqu'on vient pour l'analyser, ben, on n'aura pas de système de fichiers, on n'aura pas de librairie partagée et donc on n'aura aucun symbole de débogage, ce qui rend toute notre analyse pas mal plus complexe. Donc, juste pour vous donner un petit exemple, si on prend un micrologiciel de routeur quelconque qu'on a trouvé sur Internet, ben, on peut donner ça à Binwalk, qui va très rapidement nous indiquer qu'il y a un système de fichiers SquashFS, et puis en une commande, en quelques instants, on va avoir tout notre beau système de fichiers. On va être capable d'aller chercher les binaires, d'aller voir quel service roule là-dessus, etc. Puis on va être capable d'analyser chaque binaire un à un, et la vie est très belle. À l'opposition, un cas réel d'un micrologiciel qu'on avait analysé sur une puce DSPIC 33F, lorsqu'on a donné ça à Binwalk, ben, il n'y a absolument rien trouvé. Donc, c'est un peu, il y a comme une espèce d'obscurité autour de ça qui rend ça un petit peu plus difficile. Ce n'est pas nécessairement parce que c'est vraiment plus difficile, c'est juste que les outils ne sont pas vraiment à la hauteur pour nous aider par rapport à d'autres types d'analyses. Donc, ça va ressembler à quoi la méthodologie? J'ai fait un espèce de résumé. C'est un peu un cercle qu'on recommence encore et encore. Donc, lorsque tu vois ton binaire, ben, tu vas mettre ça dans un décompilateur par exemple, Ghidra, que vous connaissez probablement tous, sinon on va y revenir. Donc, une fois que tu as mis ça dans ton décompilateur, ben, toi, tu veux comprendre qu'est-ce que fait le micrologiciel. Donc, tu es un peu perdu, tu vas trouver des fonctions, il y en a peut-être des centaines, des milliers, donc tu vas commencer à analyser ça, puis les premières que tu vas être capable d'identifier, ça va être des fonctions que j'appelle des fonctions triviales. Pourquoi triviales? C'est que probablement n'importe qui d'entre nous ici serait capable de les reconnaître à vue d'œil, donc c'est très simple. Par exemple, un même copie, ben, ça va être une boucle qui copie des bytes, puis c'est pas mal ça. Donc, on va être capable de les identifier quand on tombe dessus, puis là, ben, tu commences ton analyse, tu les identifies, puis tu continues. Sinon, d'autres fonctions qu'on va être capable d'identifier assez facilement, ça va être des fonctions qui vont être liées au matériel. Pourquoi on les identifie? C'est qu'on a les datasheets, idéalement, donc on va être capable d'avoir des adresses fixes qu'on sait, par exemple, que telle adresse est un registre du UART, donc si une fonction vient faire un bitmap là-dessus, ben, très probablement est en train d'activer ou désactiver quelque chose. Donc, celles-là aussi, on va les identifier. Puis, ça va faire des espèces de blocs avec lesquels on va être capable de remonter dans l'arborescence des fonctions, puis identifier d'autres fonctions que j'ai appelées des fonctions simples. Grosso modo, c'est juste un niveau au-dessus. Puis, ça va être, par exemple, des fonctions qui vont cette fois-ci écrire, lire dans le UART, donc sur le port série, ou ils vont peut-être ajouter du buffering ou des trucs comme ça. Donc, juste un petit peu niveau au-dessus. Puis, on va remonter encore jusqu'à avoir vraiment toutes les fonctions complexes. Par exemple, j'ai mis Create Task parce que lorsqu'on fait affaire avec des systèmes d'exploitation en temps réel, ben ça, c'est vraiment une très cool fonction à trouver puisque cette fonction-là ben, va créer toutes les tâches du RTOS. Donc, on va être capable avec ça de trouver toutes les fonctions qui sont vraiment pertinentes pour nous. Et donc, finalement, ça nous amène au dernier bloc, les fonctions utilisateurs. Ce que je veux dire par fonction utilisateur, c'est les fonctions qui ont été vraiment codées par le développeur. Parce que les 4 premiers blocs, très souvent, ça serait trop fastidieux de les faire à la main. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser des librairies ou des SDK, souvent que c'est appelé, donc Software Development Kit, que les manufacturiers des puces vont rendre disponibles pour qu'on les utilise, leurs puces. Donc, souvent, ça, c'est déjà fait pour nous. Et donc, en tant qu'analyste, ça ne nous intéresse pas du tout de savoir comment le même copie est implémenté. Ce qu'on veut, c'est le dernier bloc, c'est les fonctions utilisateurs, parce que non seulement c'est ça qui va nous permettre de comprendre le programme, mais c'est aussi là que probablement vont se nicher les vulnérabilités, puisque c'est du code un peu personnalisé qui a peut-être été moins review et compagnie. Donc, tout ça pour dire que c'est un peu répétitif comme travail lorsqu'on fait ça souvent, ça peut devenir assez fastidieux, puisque les 4 premiers blocs, ben, comme j'ai dit, c'est un peu inutile, entre guillemets, puisque c'est juste des moyens d'arriver au dernier bloc, qui est les fonctions utilisateurs qui nous intéressent. Non seulement ça, lorsqu'on recommence une analyse sur un nouveau micro-logiciel, ça peut être même la même librairie, la même SDK, le même processeur. Il faut quand même qu'on refasse une partie de ce travail-là, puisque, ben, nouveau fichier, nouveau projet, donc tes fonctions ne sont pas identifiées et puis la boucle continue comme ça.
Donc, en résumé, c'est un petit peu ça la problématique. Lorsqu'on fait de l'analyse, donc la rétro-ingénierie en embarqué, souvent, on n'a pas de... Ouais, je fais une petite interruption. Donc, souvent, on n'a pas de système de fichiers puisque c'est des petits appareils qui n'ont pas assez de place. Donc, on n'aura pas de binaire individuel à analyser. On n'aura pas de librairies partagées qui vont nous donner des symboles dynamiques. On n'aura donc aucun symbole de débogage. Il va falloir analyser nos fonctions de librairie encore et encore. C'est répétitif, c'est long, c'est une perte de temps. Donc, c'est ça un peu la problématique. Heureusement, il n'y a pas juste des mauvaises nouvelles. Il y a aussi des outils qui peuvent nous aider à contrer ça. Donc, c'est ici que je vais vous parler de BSIM. Donc, petite question par rapport à ça, à l'audience. J'aimerais vraiment ça, par curiosité, savoir, en levant la main, qui ici a déjà utilisé Ghidra? Parfait. C'est bon, je m'y attendais. Par contre, qui a déjà utilisé BSIM? Une personne. Deux, trois là-bas. C'est bon, wow. Super. Donc, si vous ne connaissez pas BSIM, ben, je pense que vous avez bien fait de venir ici. C'est vraiment un outil merveilleux, comme on va le voir bientôt. Donc, qu'est-ce que BSIM? BSIM, c'est un nouvel outil de la suite Ghidra. Donc, Ghidra, j'imagine que vous savez, mais c'est un outil de décompilation et d'analyse qui a été publié en 2019 par la NSA. C'est maintenant source ouverte et gratuit. Donc, BSIM, ça veut dire Behavioral Similarity. Et puis, c'est sorti avec la version 11 qui date de moins d'un an, je crois. Et puis, donc, c'est un outil qui vient avec. Puis, à quoi ça sert? Ça sert à générer des signatures de fonctions et comparer ces signatures-là avec des signatures qu'on a déjà emmagasinées. Je vais aller dans plus de détails très prochainement. Donc, personnellement, je n'ai pas tellement souvent utilisé IDA, mais c'est supposément l'équivalent de IDA Lumina, à la différence que IDA, c'est extrêmement cher et Ghidra, c'est gratuit. Donc, que de raisons pour l'utiliser. Donc, comment utiliser BSIM? Je vous épargne un peu le tutoriel puisque leur documentation est assez claire là-dessus. Donc, il s'agit d'activer le plugin, etc. Puis ensuite, vous pouvez créer une base de données, créer des fonctions, prendre des fonctions de binaire que vous avez déjà analysées, vous demandez à BSIM de vous générer des signatures pour ces fonctions-là. Les signatures sont mises dans une base de données et puis une fois que vous avez votre base de données, vous pouvez analyser des nouveaux programmes en comparant vos nouvelles fonctions avec les signatures que vous avez déjà emmagasinées. Donc, une fois que vous avez votre base de données et que vous voulez faire votre recherche, ça va ressembler à ça l'interface. Donc, vous voyez qu'on a trois critères. On a la similarité, la confiance et le nombre de correspondances par fonction. Donc, une fois qu'on fait notre recherche, il y a une autre fenêtre qui va s'ouvrir qui va ressembler à ça. Donc, chaque rangée en haut, ça va être une correspondance. On a encore les colonnes de similarité, confiance, puis ça va être ensuite libre à vous de, si vous voulez, appliquer les noms des fonctions et des noms de variables et de symboles, etc., à vos nouvelles fonctions que vous voulez analyser en prenant les fonctions que vous avez déjà analysées par le passé. Donc, une chose qui est vraiment bien, c'est que si vous n'êtes pas trop sûr si la correspondance est bonne ou pas, vous pouvez sélectionner la correspondance et ouvrir une nouvelle fenêtre qui va vous montrer... Ah, rien, apparemment. Ah, ben voyons donc. It works on my machine. Pour vrai, je sais pas. Je vois les diapos ici, mais... Peux-tu? Ouais. Excuse. Je comprends pas ce qui se passe. Ah, ben oui, toi. Il y a juste 2 diapos que ça leur tente pas, on dirait. Mystérieux. Ouais, je vais slider pour... OK, je vais faire ça vraiment à la bonne franquette, juste pour 2 diapos. Là. Je vais vous... Oh. Cool. Bon. C'est le fun, ça. Wow. Bon, ben ça va être ça pour quel... Ben non.
Le turquoise fait crash le câble HDMI. Je suis désolé. Aïe, aïe. Si quelqu'un connaît un shortcut pour mettre l'écran noir et blanc, peut-être. Pardon? Faut croire. La NSA voulait pas que vous voyiez ça. Ah ben, c'est beaucoup d'efforts pour montrer une salle. Ah, finalement, il y en a juste une. Bon, ben écoutez, vous allez devoir me croire. Elle est là. Attends, elle est là, là. Il y a du petit bleu. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que quand vous sélectionnez une correspondance, vous pouvez ouvrir une nouvelle fenêtre où est-ce qu'il va y avoir côte à côte la décompilation et ou l'assembleur de vos deux fonctions. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir choisir, donc, est-ce que vous, en tant qu'analyste, en tant qu'humain, vous considérez que cette correspondance-là est bonne ou vous trouvez que c'est trop différent et vous ne voulez pas appliquer la signature. Donc, le turquoise qui visiblement fait crasher le projecteur, c'est dans le fond les différences entre les deux fenêtres de décompilation vont être surlignées en turquoise. Fait que c'est super visuel, c'est super bien fait. Puis vous allez pouvoir rapidement voir si vous pensez que c'est valide ou pas. On réessaye ça. Ah ben ça fonctionne. OK, merci beaucoup. C'est question de fil. OK, super, merci beaucoup. Nice. OK. Faut jamais sous-estimer l'aide que nous donnent les gens en audiovisuel. Merci beaucoup. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc, c'est super. On peut voir très rapidement les différences entre les deux fonctions. Et puis, vous pouvez utiliser votre propre jugement pour déterminer si la correspondance est bonne ou non. Donc, très rapidement, ça ressemble à quoi la génération de signatures? Donc, Ghidra va prendre votre décompilation, votre P-code, puis va extraire certaines caractéristiques de ça, va encoder ça sous la forme d'un espèce de vecteur de caractéristiques en n dimensions. Et ensuite, ah oui, petit détail vraiment cool, encore une fois, Ghidra nous permet de voir les caractéristiques qui sont utilisées dans la signature. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus, c'est quand même relativement facile de plonger là-dedans, bien qu'il y ait pratiquement zéro documentation. Donc, vous êtes un peu on your own. Mais ça ressemble à ça. Puis, quelque chose de vraiment intéressant à noter, c'est que les constantes ne sont pas du tout prises en compte. Donc, vous voyez que toutes les caractéristiques sont plutôt des caractéristiques qui ont rapport au flow d'exécution. Donc, on va revenir un peu là-dessus. Il y a des avantages et des désavantages à ça. Donc, très rapidement, la similarité, donc un de nos 3 critères, c'était la similarité. Puis, pour ceux qui aiment les maths, donc c'est le cosinus de l'angle entre les vecteurs en n dimensions. Puis, dans le fond, ça va de 0 à 1. Puis, 1, c'est comme 100% de correspondance, 0 étant 0. Si ça vous intéresse, vous pouvez googler cosine similarity. C'est utilisé dans beaucoup d'autres choses et je ne m'y connais pas tant que ça. Donc, ensuite, la confiance. La confiance, c'est comme un peu la norme de la projection d'un des vecteurs sur l'autre. Donc, il n'y a pas de maximum théorique. Plus les vecteurs sont longs, plus la confiance peut être haute. Par contre, pour une fonction donnée, le maximum de confiance en une correspondance va être donc sa norme à elle. Ce qui veut dire que plus une fonction est courte, donc moins elle a de caractéristiques, et donc plus ses valeurs de confiance vont être comme maxées à une certaine valeur. Donc, il n'y a pas vraiment de référentiel pour qu'est-ce qu'une valeur de confiance bonne ou mauvaise. Donc, juste pour vous aider, avec mon expérience à fouiller un peu là-dessus, par-ci, par-là, j'ai fait comme une espèce de table de référence juste pour nous aider, juste pour qu'on se comprenne pour le reste de la présentation. Donc, rapidement, de 0 à 10, ça ne vaut même pas la peine de regarder. C'est vraiment pas du tout similaire. De 0 à 15, très variable, il y a des bons résultats. C'est souvent assez mauvais, mais des fois, on est agréablement surpris. Encore une fois, très pratique de vérifier par nous-mêmes. Donc, c'est là que le fait d'avoir les deux fenêtres qui vont nous comparer nos fonctions vont nous permettre de prendre notre propre jugement. De 15 à 25, ça commence à devenir assez fiable, mais encore une fois, recommandé de regarder par soi-même. Et puis, 25 et plus, bon, ce n'est pas encore une vérité absolue, mais je dirais que généralement, au-dessus de 25, on peut être assez certain que
la correspondance est bonne et donc que la fonction est bel et bien reconnue comme étant une autre fonction que vous avez dans votre base de données. Donc, rapidement, je vais vous donner quelques exemples là, juste pour qu'on illustre la chose. Donc, ici, on a deux fonctions qui ont été identifiées comme ayant une similarité de 100%. Donc, l'algorithme est sûr que c'est la même fonction, mais je pense qu'on peut tous être d'accord avec nos capacités d'analyste que ce n'est probablement pas la même fonction. Donc, ça, c'est un peu le point faible du fait de ne pas inclure les constantes dans l'analyse. Ça donne des choses un peu comme ça, où est-ce que le flot d'exécution est le même, mais on n'a pas vraiment de correspondance. C'est aussi un inconvénient d'essayer de faire des correspondances sur des petites fonctions, puisque si on avait... Ben ici, en fait, le flow d'exécution, c'est juste un return. Donc, c'est sûr que ça ne nous donne pas beaucoup d'informations non plus. Mais on peut voir que la confiance est seulement à 8, donc on peut probablement ignorer. Si on monte un peu la confiance à 11, ici, on a des fonctions. Je me rends compte que c'est peut-être pas super visible pour tout le monde, mais grosso modo, ça peut probablement être la même. Peut-être pas, mais il y a des bonnes chances, même si la confiance est juste à 11. Puis si on monte ça à 22, ben là, il y a des très bonnes chances que ça soit la même fonction. Par contre, ce n'est pas sûr non plus. Les constantes sont un tout petit peu différentes, mais il peut s'agir de juste une différence, dans le fond, lorsque ça a été compilé, peut-être sur les alignements ou quoi que ce soit. Ça semble être seulement des offsets dans une structure qui sont différents. Donc, c'est là qu'on va utiliser notre jugement. Donc, maintenant qu'on est plus familier avec BSIM, qu'est-ce que ça fait, comment ça fonctionne, maintenant, la question, c'est de savoir comment est-ce que ça peut nous aider dans notre problématique. Donc, comment est-ce que BSIM va faciliter notre rétro-ingénierie des micro-logiciels embarqués? Bien, pour comprendre ça, on va revenir à notre schéma du début. Donc, imaginons qu'on a fait l'analyse une première fois de notre micro-logiciel sur un processeur X. On est passé par toutes les longues étapes de trouver nos fonctions triviales, matérielles, simples, complexes, etc. On va être capable de tout prendre ces fonctions-là, donner ça à BSIM et de faire des signatures pour les mettre dans une base de données. Donc, une fois que notre base de données est populée, on va être capable, la prochaine fois, de reprendre notre base de données et puis d'appliquer les signatures qu'on avait déjà sur notre nouveau micro-logiciel. Ce qui veut dire que dans un monde idéal, ben, sur les 5 boîtes, on pourrait pratiquement éviter tout le travail des 4 premières, une fois que ça a été fait une première fois, bien sûr, il faut le faire une fois, mais une fois que ça a été fait, ça peut être pratiquement réutilisé. Donc, évidemment, ce n'est pas autant absolu que ça, mais on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'intérêt dans un monde d'analyse où est-ce qu'on n'a aucun symbole puis qu'on est un petit peu dans l'obscurité d'avoir un gros blob binaire. Par contre, comme je viens de dire, il faut quand même faire la première passe par soi-même une fois. Il faut s'asseoir puis passer à travers des milliers de fonctions pour trouver des fonctions qui enable le UART ou qui font des mêmes copies et compagnie. Donc, ça reste quand même un travail qui est assez difficile, qui est assez long. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est un travail qui est à faire pour chaque fonction de chaque librairie, de chaque microprocesseur. Donc, je pense que personne ici voudrait bénévolement faire la job pour nous tous. C'est très long. Donc, vraiment, dans un monde idéal, il faudrait avoir une base de données pré-remplie qu'on pourrait juste se partager entre nous ou, par exemple, downloader de GitHub et puis tu vas la télécharger pour ton processeur. Tu as déjà toutes les signatures. Tu fais juste appliquer ça sur ton binaire au début de ton analyse et puis voilà, tu viens de te sauver une dizaine ou plusieurs dizaines d'heures d'analyse en quelques secondes. Donc, c'est un peu cette problématique-là que nous avons rencontrée dans nos mandats maintes et maintes fois, qui nous a donné l'idée d'essayer un projet qu'on a surnommé BigSim. J'imagine que vous voyez d'où vient le nom. Donc, le principe, je pense que vous avez compris à ce point-ci. Le principe, c'est de prendre plusieurs librairies embarquées, plusieurs SDK, de les avoir en plusieurs versions différentes, de tout compiler ça dans leur version binaire, de prendre les signatures et de tout mettre ça dans une immense base de données BSIM qui s'appelle BigSim. Donc, pour tester un peu est-ce que ça fonctionne, comment ça fonctionne, quelles sont les difficultés, on est allé avec un premier exemple vraiment simple, en fait des fichiers où est-ce qu'on avait déjà la plupart des symboles. Donc, on est allé avec libc pour commencer.
Donc, entre autres parce que c'est utilisé par pratiquement tous les fichiers, tous les programmes sur Linux, c'est vraiment partout. Et en plus, on connaissait un projet qui s'appelle libc Database, surtout utilisé dans des CTF puis en exploitation binaire, mais c'est grosso modo un script qui permet de télécharger au-dessus d'un millier de versions de libc différentes sur plusieurs architectures puis sur plusieurs distributions Linux. Donc, une fois qu'on a eu toutes ces versions de libc-là, puisque ce sont des librairies partagées, ben, tous les symboles qui sont exportés, on a les symboles. Donc, lorsqu'on fait notre analyse, c'est assez rapide. On peut tout prendre les symboles, appliquer ça aux fonctions, analyser les fonctions, prendre les signatures et puis tout mettre ça dans une première version de Bixim. Donc, bien sûr, on n'a pas tout fait ça à la main. On est allé avec l'automatisation. Donc, l'interface d'automatisation et de scripting de Ghidra est honnêtement pas mal bonne, même si ce n'est pas très documenté. Donc, ça a permis de faire ça pratiquement automatiquement, puis d'avoir une première version. Donc, on voulait tout de suite savoir à quel point ça fonctionnait ou pas. Donc, on est allé avec une première étude de cas. On a pris un projet sur GitHub qui semblait être majoritairement fait en C. Donc, on est tombé sur un projet de petit serveur FTP très simple. On l'a compilé dans un environnement vierge, dans Docker. On a juste eu à ajouter le flag statique au makefile pour être sûr qu'on ait toutes les fonctions dans un seul fichier. Puis, à la fin, on a passé ça dans strip pour enlever les fonctions, ou les symboles plutôt, sinon ça serait un petit peu trop facile. Donc, on a pris ça, on a pris le binaire résultant, puis on a appliqué notre première version de Bixim dessus. Puis, qu'est-ce que ça nous a donné? Bon, au début, on avait 1500 et plus fonctions qui étaient inconnues. Et puis, après avoir passé Bixim, on en avait pratiquement la moitié qui avait été reconnue. Par contre, comme vous pouvez voir, ce n'est pas parce que c'est reconnu que c'est absolu. On a eu plusieurs redondances, donc clairement, ces fonctions-là, ce n'est pas vrai qu'elles sont en plusieurs exemplaires dans l'exécutable, mais c'est probablement parce que ce sont des fonctions qui ont un flow d'exécution assez simple, c'est probablement assez court. Je pense que je n'ai pas mentionné, mais si je reviens à la diapo précédente, vous voyez que ça, c'est les critères qu'on a utilisés pour appliquer les correspondances. Donc, on est allé avec des critères très hauts. On est allé avec 90 % de similarité, 25 % de confiance, que je nommais plutôt qui était vraiment une confiance assez fiable. Puis, on s'est limité à une seule correspondance par fonction. La raison pour ça, c'est que, comme je disais, dans un monde idéal, ben, ce n'est pas quelque chose qui prendrait beaucoup de temps à faire. L'idéal, ce serait vraiment d'avoir Bixim, puis de juste faire une passe avec des critères tellement hauts que tu peux être vraiment, vraiment confiant des résultats. Puis ça fait juste t'identifier puis te faire une première passe d'analyse sans que tu aies besoin d'y penser deux fois, sans même que tu aies besoin de comprendre comment ça fonctionne. Tu fais juste le rouler, ça te donne une première passe d'identification de fonction, puis ensuite tu peux commencer ton analyse avec un peu d'avance. Donc, c'est ça que ça a donné. Donc, même avec 25 de confiance, on a eu certaines redondances qui sont visiblement pas bonnes. Par contre, le seul fait qu'elles aient été identifiées nous signifie que peut-être qu'en tant qu'analyste, ça serait un peu une perte de temps d'aller les analyser. Donc, il y a peut-être quand même du positif dans le fait de les avoir identifiées comme ça. Malgré tout, on a eu quelques entrées qui ont été très utiles. Donc, la fonction puts et la fonction printf ont été reconnues seulement une fois. Puis, ça nous a permis, si on se rappelle notre cycle, le but, c'est toujours d'arriver aux fonctions utilisateurs. Et puis, bien sûr, qu'en suivant les utilisations de puts et printf, on est revenu... Oups, excusez, mauvais bord. On est revenu aux fonctions utilisateurs. Donc, par exemple, cette fonction qui imprime le menu. Vous pourriez me dire, on aurait pu le trouver de plein d'autres façons avec les strings, etc. Je suis bien d'accord avec vous. Mais ce n'est pas ça le point. Le fait est qu'avec certaines fonctions qui ont été identifiées, on a pu remonter jusqu'aux fonctions utilisateurs, ce qui était quand même le but. Une chose à noter par contre, il y a beaucoup de fonctions qui ont été identifiées, oui, mais on ne le savait pas vraiment au début qu'elles avaient été identifiées parce qu'il y a des noms de fonctions inconnues qui ont été remplacés par d'autres noms de fonctions inconnues. La raison est très simple. Même dans libc, qui est une librairie partagée, oui, la majorité des fonctions, c'est des symboles qui sont exportés. Donc, on a les noms de ces fonctions-là. Par contre, il y a aussi beaucoup de fonctions qui sont des fonctions internes qui ne sont pas exportées. Ce qui veut dire que libc, les symboles ne sont pas dans le fichier. Donc, quand on l'analyse, oui, on génère les signatures, mais on n'a pas plus le nom. Par contre, comme je viens de dire, le but, c'est de sauver du temps, puis d'être efficace, puis d'aller droit au but pendant un mandat. Donc, même si c'est des noms de fonctions qui sont inconnus, on voudrait vraiment savoir qu'elles ont été reconnues. Donc, on a fait recours encore une fois à l'interface de script de Ghidra qui est très bon.
Puis, au lieu de juste appliquer dans le GUI les correspondances, on a appliqué ça de façon programmable. Puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement ajouté le préfixe bsim devant toutes les fonctions qui étaient renommées. Ce qui fait qu'avec ce script-là, ben, sur notre UFTPD, on avait pratiquement la moitié de nos 1500 fonctions qu'on savait qu'on n'avait pas nécessairement d'intérêt comme analyste d'aller analyser. Donc, ça pourrait quand même représenter un gain de temps assez significatif. Donc, tout ça, c'est beau. Je pense que cette étude de cas était quand même un succès. Par contre, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais on n'est plus dans les systèmes simples, on est dans les systèmes complexes avec des systèmes de fichiers, etc. Donc, je suis bien d'accord avec vous. Alors, qu'en est-il des systèmes simples, les petits systèmes que je disais qui étaient plus compliqués à analyser? Eh bien, la problématique au cœur de tout ça, c'est qu'on voudrait avoir un seul binaire avec toutes les fonctions de cette, ou disons plusieurs, mais quelques binaires avec toutes les fonctions de SDK ou de la librairie qui sont en format compilé et puis avec leur symbole, évidemment, donc peut-être un build en debug ou quelque chose comme ça, pour qu'on puisse aller prendre les symboles, prendre les fonctions et mettre ça dans une base de données. Donc, rapidement, c'est quoi la stratégie pour faire ça? Ben, ça dépend. Puis comment on fait ça? Ben, difficilement. Donc, ça, c'est la réponse courte. La réponse longue, c'est que c'est très, très, très variable. Puis c'est ça qui rend peut-être le monde de l'embarqué des fois un petit peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment d'hétérogénéité. Puis chaque vendeur va avoir son propre logiciel de compilation. Ils vont avoir ses makefiles, ses CMakefiles. Et puis oui, je crois totalement que c'est possible d'en arriver à avoir un seul fichier ou quelques fichiers avec toutes les fonctions et leurs symboles. Par contre, c'est beaucoup d'efforts et puis ça va être un travail vraiment de longue haleine pour aller s'adapter à chaque vendeur. Donc, étant donné qu'on voulait vous présenter quelque chose aujourd'hui, on est allé avec une espèce de compromis. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé prendre des programmes, des vrais programmes que les plateformes fournissaient comme exemple. Souvent, il y a une gamme assez vaste d'exemples qui montrent toutes les fonctionnalités, par exemple des exemples de Wi-Fi, de MQTT, de Ethernet, tout ce qui est supporté, bref. Donc, on est allé prendre chacun de ces exemples-là, on les a compilés, puis ça nous a donné des fichiers objets qui avaient des symboles. Donc, ensuite, on a répété le même processus que pour l'IPC. On est allé mettre ça dans des projets Ghidra, on a pris les symboles, les signatures de fonctions, et on a tout ajouté ça à BigSim. Donc, on a fait encore une fois un premier essai avec quelque chose qui était relativement approchable. Donc, on s'est tourné vers le ESP32 que vous connaissez probablement tous, plateforme très, très connue, très utilisée. Puis, toute leur plateforme de développement est à source ouverte sur GitHub. Donc, on a pu aller fouiller là-dedans. Puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a itéré sur toutes les versions, on a compilé tous les exemples, puis on est allé chercher tous les fichiers objets. On leur a donné un nom significatif. Là, vous pouvez voir en bas tous les noms de fichiers objets. On les a renommés pour qu'il y ait la version dedans, puis pour qu'il y ait le chemin complet pour que ça soit un peu retraçable si jamais vous avez des correspondances qui vous intriguent. Donc, on a tout mis ça dans BigSim. Puis ensuite, on s'est dit qu'on voulait aussi avoir plusieurs plateformes. Donc, comme je vous ai dit, tout est très hétérogène. Par contre, il y a déjà des gens qui ont essayé de homogénéiser la chose et il y a une plateforme qui permet de bâtir des programmes pour plusieurs autres plateformes. Ça s'appelle Platform.io. Encore une fois, peut-être que vous connaissez, c'est relativement connu. Ça supporte au-dessus de 30 plateformes, 20 frameworks. Tout est super bien organisé. On y a un registre pour rechercher le tout. Il y a des répertoires GitHub pour chacune des plateformes. C'est super bien fait. Donc, nous, ça nous a permis d'aller cloner chaque répertoire, d'aller construire chaque projet, puis d'aller prendre tous nos fichiers objets, mettre ça dans BigSim de la même façon que tout le reste. Donc, une fois qu'on a eu tout ça, on a voulu encore une fois tester à quel point c'était efficace. Donc, on est allé chercher un autre projet sur GitHub. Cette fois-ci, ça s'appelle EMS ESP32. Ce n'est pas vraiment important ce que ça fait. Ce qui était intéressant avec ça, c'est qu'ils avaient des micro-logiciels déjà précompilés. Donc, on n'avait pas besoin de s'immiscer dans leur processus de compilation. On a pris le binaire, on l'a flashé, on l'a réextrait, on l'a mis en ELF, on a mis ça dans Ghidra. Puis, ça nous a donné 7600 fonctions inconnues. Donc, on a repris nos mêmes critères de recherche,
très haute similarité, très haute confiance pour être vraiment sûr de, de nos correspondances. Et puis voici ce que ça a donné. Eh bien, ça a donné seulement 91 fonctions reconnues sur 7000, ce qui est un peu surprenant. Par contre, on a eu certaines fonctions quand même utiles, par exemple des fonctions de SHA 512, des fonctions qui avaient rapport au Wi-Fi, des fonctions qui avaient rapport au Bluetooth. Et il y a un fait quand même intéressant qui nous a assez étonnés, c'est que certaines fonctions avaient des correspondances inter-plateformes. Donc, la capture d'écran que j'ai mis ici, vous voyez, ou peut-être vous ne voyez pas parce que c'est loin, là, mais c'est vraiment définitivement la même fonction. C'est une fonction d'initialisation de SHA, donc c'est des constantes qui sont standards et très connues. Définitivement la même fonction. Par contre, à gauche, on a notre micro-logiciel qui est sur un ESP32 et à droite, on a une fonction qui avait été enregistrée à partir d'un binaire qui est compilé pour un NXP 1050. Donc ça, c'est quand même un peu une belle découverte qu'on a fait que des fois, il peut y avoir des correspondances qui sont faites inter-architecture. Donc c'est un peu ça. Ça peut être un des avantages d'avoir une seule base de données avec tout dedans. On a voulu pousser ça encore plus loin, puis on s'est dit, qu'en est-il de Rust? Puisque c'est de plus en plus populaire, évidemment, c'est memory safe, comme vous le savez sûrement, et puis c'est relativement bien supporté sur le ESP32. Donc, plus tôt cette année, Wendel, on avait créé un challenge pour le ULCTF qui comprenait une partie où est-ce qu'il fallait rétro-ingénierer un micro-logiciel de ESP32 qui avait été écrit en Rust et qui utilisait la crate nrot. C'était rien de très compliqué. Ça faisait un rot13 avec les fonctions rot et rotletter. Mais on voulait savoir à quel point c'était facile de retrouver ça avec BigSim. Donc, on a compilé la crate nrot toute seule. On est allé chercher encore une fois les fichiers objets. On leur a donné des noms significatifs. On a mis ça dans BigSim. Et puis, on a repris nos bons vieux critères de correspondance très hauts. Et donc, qu'est-ce que ça nous a donné ici? Ça nous a donné que sur 6000 fonctions, on a eu 222 fonctions reconnues. Fait intéressant, par contre, c'est que la moitié des fonctions qui ont été reconnues, bien, la fonction qui était dans BigSim n'était pas une fonction en Rust, et c'était une fonction qui provenait du SDK du ESP32 qui était fait en C. Donc, je vous laisse trouver une interprétation à ça. Ça montre qu'il y a vraiment un peu une marge d'erreur. C'est sûr que si on voulait éviter ce genre de choses, on pourrait toujours monter la confiance, mais ensuite, ça devient un peu une espèce de compromis entre plus tu baisses la confiance, plus en théorie, tu peux accélérer ton analyse, versus plus tu montes la confiance, ben, plus tu es sûr de tes résultats, mais plus ça laisse beaucoup de choses à faire par toi, l'humain. Donc, malheureusement, les fonctions rot et rotletter ont été introuvables. Donc ça a été quand même assez surprenant. On pense que c'est probablement dû au fait que c'est Rust et puis que c'était implémenté par des closures et donc il y a peut-être eu des optimisations du compilateur qui sont venus mettre un peu le bordel là-dedans. Et finalement, on voit que, comme pour d'autres projets, il y avait eu plusieurs répétitions de fonctions. Mais on voit aussi que la confiance de ces répétitions-là sont seulement à 27. Donc on voit que c'est toujours très subjectif de mettre la ligne de où la confiance est bonne ou pas. Donc, ça résume un peu les études de cas qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, BigSim en chiffres, actuellement, c'est au-dessus de 1200 versions de libc. On a au-dessus de 46 000 fichiers objets embarqués qui résultent de tous les projets qu'on a compilés. Ça nous donne au-dessus de 2,9 millions de signatures quand même. La base de données actuellement fait 2,7 gigs, puis le projet Ghidra qui a servi à la populer fait au-dessus de 117 gigs. Donc, vous vous en doutez, ce projet-là a plusieurs limites. La première grosse limite, on ne s'y attendait pas vraiment, mais en fait, c'est quand même logique. Dans le fond, la fameuse fenêtre dont je vous parlais qui vous sert à comparer la décompilation d'une fonction avec celle avec laquelle elle a eu une correspondance, finalement, pour juger de la correspondance par vous-même. Cette fenêtre-là est seulement disponible si vous avez le projet Ghidra sur votre ordinateur ou dans votre réseau où est-ce que le binaire d'origine réside, puisque, évidemment, la base de données ne contient pas toute la décompilation de toutes ces fonctions à l'intérieur. Donc ça, c'est quand même une limite, étant donné que nous, notre objectif, c'était bien sûr de partager cette base de données-là. Donc, partager des fichiers de 2,7 gigs, c'est pas si pire. Un projet de 117 gigs, ça commence à être moins pratique. Donc, une des solutions, c'est pour ça, en fait,
depuis le début, j'utilise des critères de similarité et de confiance très, très hauts. Ce n'est pas pour rien parce que je m'imagine qu'une façon de l'utiliser, ça serait tout simplement de mettre les critères de similarité tellement hauts qu'on n'a pas besoin de comparer à la main parce qu'on va faire juste confiance à l'algorithme, puis on va se croiser les doigts. Donc ça, c'est une grosse limite. Sinon, bien évidemment, on n'a pas eu toutes les fonctions des SDK. Ça, on est en train de travailler là-dessus. On a quand même exploré certaines options. En fait, je vais vous en parler dans la diapositive suivante. Sinon, une autre limite, c'est que les constantes sont ignorées dans le calcul de la similarité. Je pense qu'on a vu à quel point ça peut être trompeur, mais j'imagine que dans certains cas, c'est aussi un bénéfice. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont implémenté ça comme ça. Puis finalement, dans l'état actuel des choses, ça peut prendre quand même jusqu'à 4-5 minutes quand on fait une recherche de plusieurs centaines de fonctions à la fois. Donc, j'imagine que si la base de données grossit encore et encore, ça va peut-être devenir assez contraignant de devoir attendre longtemps, plusieurs dizaines de minutes pour avoir les résultats des correspondances. Donc, travaux futurs, on a encore du pain sur la planche. On travaille encore là-dessus. Puis, évidemment, le plus gros défi, ça va être de compiler des SDK et des librairies avec tous les symboles. Donc, certaines pistes qu'on a explorées puis qu'on continue à explorer, c'est de changer, par exemple, les CMakeFiles pour compiler les librairies en tant que librairies partagées au lieu de simplement avoir comme cible finale de compilation l'exécutable. Sinon, une autre stratégie qu'on a explorée un petit peu, c'est d'aller itérer sur tous les fichiers sources de la librairie et de faire une espèce de binaire artificiel, donc avoir un code source où est-ce que toutes les librairies sont là et sont comme forcées avec des directives de compilation pour vraiment les agglutiner en un seul exécutable. Donc sinon, évidemment, on veut ajouter plus de plateformes, plus de librairies, plus de SDK. Le but, c'est vraiment d'en faire une grosse base de données qui est assez complète. Puis finalement, ben, comme je disais, c'est peut-être pas évident à partager, donc on va peut-être dans le futur changer d'un fichier de base de données vers une base de données qui va être en ligne, par exemple sur PostgreSQL, qui est supportée par Ghidra. Il y a peut-être aussi des façons de partager des projets Ghidra qui pourraient être explorés. Et puis, ben, tout ça, étant donné que Ghidra est open source, ben, rien ne nous empêche de nous-mêmes aller le faire et contribuer à Ghidra. Et je vous invite bien sûr à le faire aussi si c'est des choses qui vous tiennent à cœur. Donc, en conclusion, je pense que Big Sim plutôt, à l'état actuel, c'est vraiment loin d'être parfait, mais c'est vraiment très, très prometteur. Je pense qu'en général, BSIM, cet outil-là, moi, j'adore. Je pense que d'ici quelques années, n'importe quel analyste, ça va être un outil indispensable pour tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de continuation de travail à faire avec ça. BigSim, on va l'améliorer. Notre but aujourd'hui, puis avec cette recherche-là, ben, c'était vraiment de tester notre hypothèse. Est-ce que ça fonctionne? Puis de le créer, de le partager. Donc, ça, c'est le code QR. Si jamais vous voulez télécharger, ça va être disponible pendant encore quelques jours sur ce lien-là. Puis, évidemment, n'hésitez pas à nous croiser puis à nous en parler. Puis, on va se faire plaisir de vous jaser ça. Donc, j'espère que vous avez appris certaines choses. J'espère que vous avez apprécié. Puis, je vous souhaite une bonne journée, un bon apéro, tout dépendamment de l'heure. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Hop, l'autre bord. Oui, je ne sais pas comment on fonctionne pour les questions. Est-ce que je vais te donner le micro? Est-ce que... Je ne sais pas qui regarder. OK, tu peux juste le dire. Mais dans le fond, toutes les plateformes qui sont supportées par Ghidra, Ghidra va être capable de générer du P-code pour eux. Fait que moi, je n'interagis pas avec le P-code directement, sauf quand je fais des scripts un petit peu exotiques. Là. Mais grosso modo, quand je parlais de P-code, c'est vraiment parce qu'il y a une forte corrélation entre le P-code et la signature qui est créée. C'est sur ça que Ghidra se base pour générer la signature, aller chercher les caractéristiques, mais moi, quand je génère d'autres signatures puis j'ajoute des fichiers, je ne joue pas avec le P-code moi-même. Donc, dans le fond, ce n'est jamais vraiment une limite. Si Ghidra le supporte, alors
ça va être possible de l'ajouter. Mais c'est quand même un excellent point que je n'avais pas noté. Bien évidemment, si une plateforme n'est pas supportée soit nativement ou par des extensions, bien que ça ne soit pas super fiable, ben effectivement, on ne pourra pas du tout l'ajouter à BigSim ou quoi que ce soit. Donc, un exemple, en fait, c'est très, très pertinent de dire ça, puisque le fameux ESP32 que je mentionnais, toute cette famille-là, c'est une architecture qui s'appelle Extensa, puis ça fait justement depuis Ghidra 10 ou 11 qui est supporté nativement. Avant, c'était une extension homemade par quelqu'un sur GitHub qui était vraiment, genre, pas fiable, puis qui marchait plus à chaque nouvelle update. Donc, c'est sûr que dans des cas comme ça devient vraiment plus dur de supporter ces architectures-là. Ouais, ben cette question-là, je répondrais à deux parties. C'est sûr que si on fait un pen test, puis là, genre, je sors un peu, je suis plus technique, mais côté marketing, ben c'est sûr que c'est ton argent en tant que client. Donc, si moi, j'arrive à un point, puis je suis comme, j'ai extrait ton firmware, j'ai commencé à l'analyser, j'ai trouvé quelques trucs. Maintenant, je vais te poser la question, est-ce que tu veux que je prenne tes heures et ton argent pour genre creuser ou t'aimes mieux me donner le code source. Donc souvent, c'est ça qu'on va proposer, une espèce d'approche hybride parce qu'on veut à la fois agir comme des vrais attaquants, mais on se dit qu'un vrai attaquant, si ça veut y prendre 5 ans à analyser ou que c'est un nation state qui a genre 200 personnes à mettre dessus, c'est pas comparable. Donc effectivement, souvent, on va y aller hybride. Par contre, l'autre côté de la chose, c'est que des fois, mettons que là, je sors du côté pen test puis que je vais plus en bug bounty. Si tu es en bug bounty, tu n'as pas de dialogue avec le client du tout. Donc là, tu es vraiment on your own. Puis c'est là qu'avoir un outil comme ça va être pertinent parce qu'il n'y a aucune manière de demander les symboles. Ben, moi, personnellement, j'ai essayé quelques fois. J'ai un routeur ouvert sur mon bureau, mais pour l'instant, rien trouvé. D'autres questions? Honnêtement, c'est une bonne question. J'ai même pas remarqué, j'ai même pas regardé parce que j'étais comme parfait. C'est tant mieux si je le sais pas. Ça réplique un espèce de scénario réel. Mais effectivement, oui, c'est une excellente question. Euh, Mon hypothèse pour ça, c'était que il y avait peut-être beaucoup de code custom dans ce projet-là, puisque c'est un truc de Energy Management System. Peut-être que les fonctions qu'ils utilisent ne sont pas compliquées. C'est juste genre read-write sur du sériel, mais c'est leur structure à eux qui prennent beaucoup de la place dans le code parce qu'eux vont implémenter tel protocole qui ne sont pas, mettons, dans la librairie. Fait que ça, c'était un peu mon hypothèse. Mais peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui est louche. Définitivement, tu sais, j'avais encore sur mon ordi des projets qui se compilaient puis des fichiers objets qui allaient dans BigSim aujourd'hui même, là. Donc, définitivement, ça va être à investiguer, puis il y aura beaucoup d'autres études de cas à faire avec le ESP32, étant donné que c'est super utilisé. Puis. Mhm. Ben, c'est ça. En fait, on a commencé par ESP-IDF. Donc, pour le ESP32, on a beaucoup plus de fichiers objets puis de signatures que les autres plateformes, puisque avant même de regarder Platform.io, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ESP-IDF puis on a vraiment tout ramassé là-dessus. Mais je pense que malheureusement, ESP-IDF n'a pas beaucoup d'exemples. Donc, peut-être que ça vient contrebalancer, étant donné qu'on faisait juste compiler les exemples. Peut-être que ESP-IDF a juste quelques exemples, alors que Platform.io en a plus. Je pourrais pas te confirmer ça. D'autres questions? Tout est clair. Bon ben, bonne fin de journée, bonne fin de CTF pour ceux qui le font.